Alors Aurélien Delso, bonsoir. Manon Frappa, bonsoir à tous les deux. Aurélien Delso, qui est donc l'écrivain qu'on reçoit ce soir pour Requiem pour la classe moyenne, et Manon Frappa, qui dirige la collection Notabilia, qu'on avait déjà reçue pour Josué Calachura et d'autres auparavant. Aurélien, vous avez été professeur, metteur en scène et comédien. C'est votre quatrième roman après Madame Diogène en 2014, Sanglier en 2017, Lucky en 2020, qui a donc débuté la collaboration avec Notabilia et avec Manon Frappa. Et vous revenez donc pour ce roman qui est donc sorti le 5 janvier dernier. Un livre tous les 3 ans. Le rythme est plutôt rodé. Comment vous envisagez justement cette activité d'écrivain au quotidien? Euh, Puisque vous êtes rare, vous êtes un des rares écrivains à écrire tous les 3 ans et non pas tous les ans comme beaucoup d'autres. J'aimerais que vous nous en disiez davantage sur cette activité d'écrivain qui vous prend peut-être potentiellement du temps, qui vous prend de l'énergie aussi, mais par rapport au théâtre, comment articulez-vous ces deux activités? Alors, l'écriture, c'est assez régulier, même si peut-être que le rythme de publication peut donner l'impression d'une activité plus dilettante. Tous les 3 ans, c'est vrai que c'est pas un rythme très soutenu. Néanmoins, c'est du travail tous les jours. J'ai toujours une ou plusieurs histoires en tête, et puis surtout, tous les jours, je m'essaie à l'écriture, tout simplement pour divers textes. Alors certains qui vont pas très loin, certains qui sont des textes au long cours et qui verront le jour dans longtemps. Par rapport au théâtre, le théâtre c'est plus irrégulier en fait, et surtout c'est par à-coup. C'est peut-être ça la grande différence. Alors j'ai eu pour la première fois j'ai participé à une résidence d'écriture à la Maison Julien Gracq en août dernier. Et pour la première fois, donc, j'ai eu un mois complet loin de chez moi, loin de la famille, où là, j'ai vraiment écrit 6 à 8 heures par jour. Enfin, et c'était une très belle expérience. Voilà. Après, je suis pas sûr que ça accélérera pour autant le rythme de publication, mais enfin, l'écriture est première chez moi. C'est-à-dire que c'est ce que j'ai toujours fait depuis que j'ai appris à écrire, quoi. J'ai jamais arrêté d'écrire. Livre, forcément, il a quelque chose, on va peut-être dire, on va employer des mots ce soir qui seront peut-être pas forcément adéquats parce que ce livre, il est un petit peu différent. Euh, la période est noire, la période est sombre. On a l'impression que vous êtes un écrivain ou un narrateur, en tout cas, vous donnez la parole à un narrateur désenchanté, désabusé aussi. Est-ce que le confinement a joué un rôle dans l'écriture de ce roman? Est-ce que l'époque actuelle, évidemment, a eu un rôle sûrement fondateur, mais comment est venue la genèse de ce roman? Ce roman, je ne sais pas si on peut l'appeler roman, peut-être que vous préciserez aussi la matière romanesque que vous traitez, mais comment est arrivé ce roman? Alors, c'est un roman qui, comment dire, euh, j'allais dire dans l'idée première, mais c'est pas une idée, c'est comment dire, ouais, un des points de départ, ça a été d'imaginer, il y a plus de 10 ans, qu'est-ce qui se passe si Jean-Jacques Goldman meurt. Mais de façon très personnelle, en fait, pas du tout pour en faire une histoire. C'était une question que je me posais à moi-même. Qu'est-ce qui se passera dans ma vie? Qu'est-ce que je ressentirai le jour où Jean-Jacques Goldman mourra? Et puis, cette idée, elle a infusé et elle a donné naissance à des projets très divers. Il y a eu une tentative autour de 2017 de quelque chose un peu biographique que j'ai très vite laissé tomber parce que c'était pas du tout, ça fonctionnait pas et au fond, ça m'intéressait même pas moi-même. Il y a eu après des choses très étranges, une sorte de roman en vers libre, un roman en octosyllabes et avec des rimes, et qui partait plus ou moins de cette idée de la mort de Goldman, mais qui inventait une sorte d'autre figure héroïque qui serait un Jean-Jacques, mais qui c'est une espèce de fusion entre Jean-Jacques Rousseau et Jean-Jacques Goldman, donc c'était encore autre chose. Et puis, je suis revenu à la mort de Jean-Jacques Goldman et à quelque chose de beaucoup plus réaliste autour de 2020, juste après Lucky, en fait, ouais.
Donc effectivement, c'est le confinement. Est-ce que le confinement a joué dans l'écriture? Je crois pas, à part à me donner un peu plus de temps pour écrire. Après, comment ça résonne avec l'époque? euh, Oui, bah, le titre, le titre lui-même, Requiem pour la classe moyenne, c'est sûr qu'il est ancré dans une époque, dans un moment où ça va mal pour beaucoup de monde et notamment pour la classe moyenne qui se découvre elle aussi possiblement victime de ce qui arrive, alors qu'il y a toute une partie de la classe moyenne qui se croyait protégée. Mais je pense que néanmoins, c'est un roman qui aurait pu s'écrire, enfin, dont la thématique, en fait, la thématique de la désillusion, c'est une thématique, une grande thématique romanesque hein, depuis la naissance du roman quasiment. Donc, je pense que de ce point de vue-là, c'est pas un roman qui est forcément rattaché à l'époque. Il résonne d'une façon forcément forte aujourd'hui, c'est sûr. Mais j'espère bien qu'on pourra le lire encore plus tard. Parce qu'au fond, l'idée d'un homme qui est au milieu de sa vie et qui revoit ses rêves de l'adolescence, voilà, qui se rend compte qu'il est passé à côté de sa vie, ça c'est valable pour toute génération. Ce qui est différent peut-être pour ma génération, en tout cas pour celle de mon héros, c'est que la désillusion elle est cosmique, enfin, elle est plus forte que tout, puisque nous, on arrive à la fin du monde, quoi. En gros, on nous a promis beaucoup de choses, et puis on arrive, on nous dit, bah, en fait, il va falloir gérer l'apocalypse. Voilà. Donc, c'est en ça peut-être que ça résonne plus fort avec l'époque que le même thème dans une autre époque. Alors, on revient rapidement sur Jean-Jacques Goldman, parce qu'en effet, ce n'est pas un roman sur Jean-Jacques Goldman. Pour les fans, Non. désolé. Ce n'est qu'un prétexte en réalité pour marquer l'époque dans laquelle vous ancrez ce roman. Mais personnellement, pourquoi Jean-Jacques Goldman? Pourquoi ce chanteur-là? Qu'est-ce qu'il marque comme époque en réalité pour vous, pour les autres? Qu'est-ce qu'il a comme particularité qui vous font penser que sa mort, que son décès puisse entraîner quelque chose ou avoir des Bah, conséquences. Puisque ça aurait pu être quelqu'un du, d'autre. il y a deux types de conséquences. D'un point de vue personnel, en fait, c'est plus qu'un prétexte, puisque en fait, c'est la vraie raison du malaise dans lequel est plongé Étienne Baron, mon héros, euh, puisque en fait, la tristesse que mon personnage, il vivait un peu loin de ses sentiments d'une certaine façon, et tout d'un coup, la tristesse de perdre comme ça un grand frère imaginaire, une figure qui a beaucoup compté pour lui, ça lui ouvre les yeux d'une certaine façon, comme la mélancolie, comme la tristesse peut faire. Quand on est dans une période de deuil, d'un deuil intime qui vous touche, tout d'un coup, on réévalue beaucoup de choses dans sa vie. Enfin, l'ordre des priorités n'est pas du tout la même et des choses qui vous paraissaient la semaine d'avant des catastrophes deviennent des broutilles. Bon, ça, c'est assez classique. Maintenant, Jean-Jacques Goldman en lui-même, pour notre époque, pour moi, c'était justement le chanteur un peu, bon, d'abord sociologiquement par rapport à cette classe moyenne, il fonctionne un peu comme un marqueur social. Moi, à titre très personnel, je me suis rendu compte à la sortie de l'adolescence, évoluant dans des milieux plus bourgeois que le mien, je m'apercevais que Goldman, c'était presque mal vu, c'était ringard, c'était de l'eau tiède, c'était bête, c'était voilà. Et puis dans des milieux plus populaires, je m'étais rendu compte de ça avant, pour le coup, c'était trop écrit, c'était c'était pas assez dansant, c'était pas assez joyeux, pas assez voilà. Donc ça déjà, c'est intéressant d'avoir un chanteur comme ça qui vous identifie colle à votre classe sociale et fait que avec des inconnus comme ça du même milieu, vous avez les mêmes refrains. Et puis d'autre part, y a la thématique de ces chansons en fait qui sont souvent on, on l'assimile à un gentil en fait, à quelqu'un de la nuance. Enfin, si on pense à Henri Claire et Gris foncé, en même temps il est engagé. Enfin, il y a plein de choses qui le rendent très sympathique et qui le rattachent à une époque où on voyait bien que les choses commençaient à se casser la gueule, mais
ces chansons rassuraient, elles portaient des valeurs positives, je te donne tout ça, voilà. Et donc pour mon héros, bah, sa mort, ça signifie un peu la fin de ça, la fin de l'ère des gentils, d'une certaine façon. Et concernant le ton du roman, parce que ça aussi c'est un choix particulier, le ton du roman, on oscille entre humour, mais c'est pas forcément de l'humour, c'est plutôt sarcastique. Il y a évidemment beaucoup de mélancolie, de la nostalgie, mais pas tant que ça, puisqu'on a l'impression que la vie d'Étienne Baron est un long fleuve tranquille, mais en même temps un long fleuve normal aussi, sans oscillation en réalité. Donc pourquoi avoir abordé et déniché ce ton-là qui est entre deux eaux, et je peux reprendre aussi ce qu'a dit Marie-Hélène Lafont, en creux, cette écriture en creux. C'est vrai qu'on a l'impression que l'écriture et le fond d'Étienne Baron sont en creux. En creux, alors expliquez-moi un peu parce que je suis pas sûr de comprendre. Parce qu'en réalité, on a l'impression que son propos, sa vie, sont en réalité dans une tiédeur absolue. Ouais, alors le ton, moi j'ai eu du mal à le trouver. C'est mon premier roman à la première personne et c'était pas facile de bah, justement de trouver un héros, enfin une voix capable à la fois de quelqu'un qui pourrait d'une certaine façon se moquer de lui-même, enfin dont on pourrait se moquer sans perdre en empathie. En fait, je voulais pas. Mon projet n'était pas d'écrire un conte cruel, de faire d'un personnage une espèce de punching ball, mais encore une fois, qu'on qu'on se dise, moi j'aime bien quand les romans déplacent quelque chose chez le lecteur. J'aimais bien dans Madame Diogène, par exemple, faire que bah, au début, on peut considérer que cette vieille femme est monstrueuse et voilà, qu'on en est loin. Et puis plus on avance dans le roman, et plus on se disait, oula, mais non, c'est les voisins, c'est nous qui sommes les monstres. Et finalement, elle est peut-être la dernière humaine. Et avec Étienne, il y a un peu ça, c'est-à-dire qu'au début, on peut se dire, mais mon pauvre gars, mais vraiment, t'as rien compris. Évidemment que tu es à côté de la vie et que tu es voilà, dans ton grand appartement et avec tous les beaux objets que tu as pu acheter. Bon, tu sais même pas si ton fils a tennis ou guitare. Voilà. Et puis, en fait, il me semble, enfin, mon sentiment, enfin, ce que j'ai essayé de faire en tout cas, c'est que on tourne les pages et puis petit à petit, on se dit, et en fait, je suis pas si loin, même si on n'est pas dans de sa classe sociale, hein, parce que lui, pour le coup, lui, il est plus de la classe moyenne, hein. Il est plutôt de la classe moyenne supérieure en tout cas. Même si on n'est pas de sa classe sociale, ça peut résonner un peu et on se dit ah ouais, enfin il y a une empathie qui grandit et on se j'aime bien cette ambiguïté là. J'aime pas trop quand les personnes, enfin bon je dis des banalités là, mais ça me paraît plus intéressant quand un personnage n'est pas ne peut pas être enfermé dans une case. Mais on a l'impression qu'il est enfermé dans sa propre vie. Il est un petit peu pathétique au Oui. final. Et en même temps, c'est une sorte de d'anti-héros. Vous avez raison. On s'identifie clairement à certains traits de caractère. Je pense que tout le monde s'est identifié à un moment donné sur certaines choses. Euh, mais ce que j'aurais voulu savoir, c'est cette narration à la première personne. Évidemment, ce n'est pas vous, et encore, vous avez dit un tout petit peu peut-être, mais vu que c'est la première fois que vous la travaillez, euh, comment vous l'avez abordé de manière philosophique? Non, c'est pas moi du tout. Sinon que voilà, il y a cette, cette passion originelle pour Jean-Jacques Goldman. Mais comment je l'ai abordé? C'était difficile justement pour moi de trouver le bon ton, de pas être d'être à la fois c'est quelqu'un qui se met à écrire, qui n'a jamais écrit et qui étant arrivé à un certain stade retraverse ce qu'il a vécu pendant une semaine par l'écriture. Et donc, il y a des emplois du subjonctif comme ça, imparfait, on voit le monsieur qui vient qui est dans un joli milieu et qui veut bien écrire. Et puis, il y a des, comme ça, des pulsions d'oralité à des moments. Après, sur le ton, encore une fois, voilà, le tout, c'était d'arriver à faire sourire ou rire de lui-même sans que ça tourne. Ça aurait pu tourner au jeu de massacre. Enfin, je veux dire, j'aurais pu.
révélation après révélation. D'ailleurs, dans une version du texte, j'allais beaucoup plus loin. Et puis, c'était pas la bonne version. De, de, de bons regards m'ont aidé, notamment celui de Manon, m'ont aidé à voir que c'était pas le bon. Je passais à côté du roman d'une certaine façon si j'allais là. Et, euh, et donc, je suis arrivé à quelque chose, oui, où on est à cette fin où on n'a pas envie de l'abandonner. On se demande un peu ce qui va pouvoir devenir, mais en tout cas, on lui souhaite pas le pire, je crois. Non, mais Manon, j'aimerais que vous nous disiez, alors je reviens juste quelques secondes, Aurélien, c'est que sur ce personnage-là, on a quand même envie de le secouer, on a quand même envie d'aller l'aider, de lui faire prendre conscience qu'il faut vivre. Est-ce qu'au final, est-ce que Ouais, c'est ça le on m'a mal? dit ça, mais je l'ai entendu ça déjà en rencontre. On a envie de le secouer, mais je trouve ça pas malhonnête, mais je me dis que c'est des gens qui sont pas allés au bout de l'introspection en lisant le livre, parce que franchement, dans l'époque dans laquelle on est, je pense qu'on a tous le sentiment de n'avoir pris sur rien. C'est-à-dire que tout s'effondre en même temps, tout nous échappe en même temps, et parfois même dans la famille, mais aussi parfois la famille est le dernier refuge qu'on a, ou les amis, enfin voilà. Et donc on se renferme un peu sur notre intimité pour tenir bon. Mais dire qu'on a envie de le secouer, bah, moi je veux bien, mais alors il fait quoi? Enfin, il divorce, il abandonne ses enfants. Est-ce que ce serait mieux? Est-ce que ce serait vraiment agir, ou est-ce que ce serait fuir? Je ne sais pas bien ce qu'il peut faire, moi. Bon, je laisse chacun juge, mais quand on me dit le secouer, bah, ouais, Alors c'est difficile à faire de l'extérieur, évidemment, mais de lui demander de vivre en réalité, de mais profiter. justement, dans le roman, il découvre un grand truc. Je vais employer un mot, un très grand mot, attention. Il découvre qu'il a une âme, en fait. Quand il se retrouve dans la forêt par 2 fois et qu'il a ce moment avec les arbres, il se met à aimer les arbres. Il se met à comprendre que peut-être il y a une part d'éternité en lui. Alors là, ça paraît, pour ceux qui connaissent pas le roman, par rapport à tout ce qu'on a dit avant, ça peut faire un effet étrange, mais au fond, le roman, il est là. Le titre comment dire, peut être assez déceptif, parce qu'au fond, il n'est pas seulement question de sociologie et de politique en arrière-fond, mais il est d'abord question, enfin d'abord, il est aussi question de spiritualité, voire de métaphysique. C'est un bonhomme qui va se mettre à aimer les arbres. Eh ben, c'est pas rien comme trajet. Donc, on a envie de le secouer peut-être, mais si tous ceux qui ont envie de le secouer se découvraient comme ça cousins ou frères des arbres, euh, alors j'ai bien conscience que ce que je dis là peut me faire passer pour un dingue, mais c'est déjà extraordinaire. Tout d'un coup, à la fin, cet homme-là, qui passait à côté de sa vie, est un vivant. Est un vivant par terre, est un vivant sur lequel on pourrait marcher, mais est un vivant. Et bah, moi, je trouve ça déjà extraordinaire. Alors, tout ça, c'est dans la, comment dire, bah, ça se dit que par la littérature, quoi. Le cinéma peut pas raconter ça, il y aurait rien à montrer. La BD, finalement, non plus. Il y a que le roman comme ça pour aller dans des choses toutes fines, toutes petites, mais qui sont le fond de nos vies, qui sont le fond de nos vies et qui ne se voient pas, qui ne se racontent même pas d'ailleurs. Enfin, moi, aucun de mes amis ne m'a jamais dit, oh, dis donc, tout d'un coup, là, je me suis mis à aimer les arbres, les animaux, à me sentir bien dans la vie. Non, mais au fond, la trajectoire d'Étienne, c'est ça. Il ne faut pas passer à côté, je crois. Sur une société, un portrait au vitriol de la société. Justement, on sent que vous en avez gardé sous le coude et sous la main. Mais Manon, justement, ces différentes versions, Aurélien a dit que vous l'avez justement aiguillé sur cette nouvelle version-là. Comment ça s'est passé entre vous par rapport à ce travail entre éditeurs et écrivains? Bah, en fait, la première version, enfin, bon, c'était assez différent finalement. Il y avait un départ qui était le même avec cette espèce de
choc à la suite de l'annonce de la mort de Jean-Jacques Goldman sur la route des vacances avec sa famille et ses enfants. Mais après, effectivement, Aurélien partait dans quelque chose qui était plus cataclysmique, où peut-être l'ennemi était plus identifié. Enfin, c'était une version assez autre, mais j'ai pas vu plusieurs étapes de travail finalement. C'est-à-dire que j'ai vu cette première version, moi je lui ai fait mon retour en me disant que voilà, je trouvais le début fantastique, qu'il y avait vraiment quelque chose de très fort qui se nouait à une intensité, mais qu'après, selon moi, il perdait son ancrage, il perdait son point de vue parce qu'il partait dans quelque chose de très exubérant finalement. Et puis j'ai vu cette deuxième version qui finalement est le Requiem pour la classe moyenne que vous avez lu ou que vous pouvez lire aujourd'hui, où il y a eu très peu de travail après sur cette deuxième version. C'est-à-dire que moi, quand j'ai lu la deuxième version, tout d'un coup, euh, en revanche, ça collait parfaitement. Je trouve que la langue, enfin, quelque chose qui est assez fantastique chez Aurélien, selon moi, c'est qu'à chaque roman, il réinvente vraiment une langue. Effectivement, c'est son premier narrateur à la première personne, mais dans tous ses autres livres aussi, dans Pour le qui, il y avait une recherche sur une oralité très spécifique. Enfin, il y a un vrai travail de ça, d'incarnation du personnage. Et là, dans la langue d'Étienne, euh, il y a quelque chose de très désarmant, fidèle à la personnalité de son personnage. C'est-à-dire, on a la voix de ce type qui essaye de faire des belles phrases, qui met ses imparfaits du subjonctif, qui se pose avec voilà, une certaine stature, une certaine velléité. Et puis, on décroche un peu, on voit que ça nous amène ailleurs et on a ce double regard toujours un peu ironique sur lui. Et c'est vrai que une fois que moi j'ai eu le deuxième manuscrit en main, qu'il y avait cette voix qui était ancrée, tout tenait finalement. C'est pas un manuscrit sur lequel il y a eu beaucoup d'étapes de travail, beaucoup d'ajustements. Cette deuxième version, pour moi, elle était déjà extrêmement forte, quoi. Et justement, sur la narration, c'est une question pour tous les deux, évidemment, mais on sent un drame arriver. Alors, vous verrez pour ceux qui l'ont lu ou pas, s'il existe ou non, mais vous cultivez quand même le mystère d'une narration où, sociétalement, on a, vous essayez, vous y mettez des indices en réalité dans la narration pour nous tenir aussi en haleine jusqu'au bout. Et ça, c'est plutôt intelligent de votre part. J'ai eu l'impression que euh, vous vouliez nous montrer aussi que la société, à un moment donné, pouvait tomber, pouvait s'effondrer. Et je trouve que vous l'avez bien fait dans le côté narratif par rapport à ce personnage principal. Ben, l'idée, c'était de rester sur Le fil, en la fait. sensation de crash imminent qu'on peut avoir en fait dès les premières pages. Cette voiture qui file en mode pilote automatique et dont on se... Enfin, moi, mon sentiment en écrivant, c'était ce personnage est trop plein de certitudes, il va se prendre un platane. C'est, voilà, il y a un côté, tout fonctionne, tout. Je me méfie beaucoup des gens comme ça dans la vie, en fait, qui pensent que il suffit d'avoir fait les choses comme il faut, tout ira bien, ça va tout droit. Et donc, j'ai essayé de maintenir ce sentiment-là pour le lecteur qu'un crash arrivait. Et en fait, on va de crash en crash, d'une certaine façon, euh, jusqu'à la fin. Mais, encore une fois, des crashs qui euh, permettent au personnage de connaître autre chose de lui. Bah, je peux ajouter quelque chose? Bien sûr, bien sûr. Alors, je trouve effectivement que c'est très efficace comme roman pour un roman dans lequel enfin, il n'y a pas énormément de son et lumière, il n'y a pas la grosse machine, on est dans la tête d'un mec qui vit une crise, donc le fait que ce soit aussi efficace, effectivement, c'est un très bon signe. Mais là où moi je trouve que le roman est assez exceptionnel, c'est sur la transformation qu'il effectue sur le lecteur, en tout cas sur moi. C'est-à-dire que moi, déjà, le sujet Goldman
à part ça, quand Aurélien m'a dit, voilà, c'est un mec, il apprend la mort de Jean-Jacques Goldman, sa vie s'effondre, moi, je me suis dit, ah ok, on va rigoler, c'est ironique. C'est ironique. Goldman, pour moi, Goldman, c'est hyper kitsch. Après, j'apprends que pas du tout, il est sincère, etc. Donc déjà, je suis un petit peu décontenancée. Puis, on commence à lire le roman. Et effectivement, Étienne, en plus, Aurélien, il a un certain art de la formule quand même. Donc, il arrive à... on se moque de lui. Enfin, au début, moi, en tout cas, je me moque de lui. Je suis navrée de ce qui lui arrive, mais je suis vraiment dans la distance. Et puis, peu à peu, effectivement, en fait, non seulement j'en viens à le trouver bouleversant parce il est finalement très honnête. Il est extrêmement honnête par rapport à ce qui lui arrive. Mais effectivement, finalement, ça me touche de plus en plus. Et la succession de catastrophes qui lui arrivent me renvoie de plus en plus à une succession de catastrophes dans ma propre vie dont que j'avais pas forcément formalisé ainsi. Et donc, je trouve que l'efficacité du roman repose sur ça également, au sens où peu à peu, on en vient à développer énormément d'empathie. Tu disais, il en vient à... Enfin, il a découvert sa proximité des arbres, il y a un truc métaphysique. Effectivement, quand il ramasse une poignée de terre au début, quand il déplante ses plantes en pot sur son jardin qu'on crevait pendant l'été et qu'il garde son petit truc de terre, on est là genre, oulala, ok. Et puis peu à peu, on comprend ce lien, il nous renvoie à nos craintes à nous, à nos certitudes à nous, et je trouve que c'est en ça que le roman marche extrêmement bien, parce il a un pouvoir de transformation sur le lecteur finalement. Et vous dédicacez le livre à la famille, ce refuge familial justement Oui. qu'on voit parfaitement dans le roman, mais qu'est-ce qu'il évoque pour vous ce mot? Parce que ça peut être un mot valise extrêmement large. Est-ce que c'est la famille au sens strict ou au contraire, est-ce qu'il y a autre chose derrière? Bah, déjà, j'ai eu peur du malentendu à Noël quand j'ai offert le bouquin à la famille, parce que justement, c'est pas ma famille. Enfin, j'ai eu peur que les uns et les autres cherchent à se reconnaître dans les personnages, et non, personne ne peut se reconnaître de ma famille. Mais c'est la famille, oui, au sens, encore une fois, euh, un peu, un peu ambigu, où moi, j'ai du mal avec cette valeur, la famille, quand des gens défendent la famille. Je ne suis pas forcément très à l'aise. Euh, je l'ai déjà dit, mais notamment dans les séries américaines, on voit justement comment des gens de la classe moyenne, un peu en panique, n'arrivant pas à joindre les deux bouts, font vraiment de la famille leur dernier refuge et sont prêts à tuer tout le reste de la terre pourvu qu'ils défendent les leurs. Ça me gêne beaucoup, cette conception-là de la famille, qui est excluante en fait. Mais néanmoins, je voulais aussi pouvoir voilà, raconter dans la vie d'un homme comment la famille peut être aussi un refuge, oui, véritablement. Comment c'est pas. Alors, ça peut être complètement cucu et ringard, encore une fois, de défendre ça comme ça. Pas défendre la famille comme une valeur, mais le fait que un couple qui ne divorce pas, qui arrive à rester ensemble, qui arrive à élever ses enfants peu ou prou, voilà, c'est pas rien. Enfin, et ça peut apporter, mais c'est pas, j'en fais pas un étendard. J'en fais pas un étendard. Je voulais juste, voilà, rappeler que c'est aussi, c'est pas que un lieu de déchirement et d'horreur. C'est pas seulement le lieu de toutes les névroses, même si ça l'est aussi. C'est aussi parfois un, un, un refuge, un dernier refuge. Et c'est un refuge dans lequel, tôt ou tard, peu importe le moment, on peut aussi comment dire, s'y accoler, s'y retrouver. C'est aussi un des fondements du livre. On va pas trop en dire non plus, mais il y a quand même un point de ralliement aussi dans cette famille-là. On sent que malgré les disparités, Un point de... on sent que malgré les disparités, il y a à un moment donné, euh, certes un refuge, mais aussi une entité sur laquelle se raccrocher. Bah, en tout cas, moi, à la fin du roman, franchement, je sais pas qui aime qui.
Je crois que ce que Étienne découvre, c'est qu'il aime véritablement sa femme et ses enfants et qu'il se l'était pas qu'il ne le vit pas sur le même mode qu'au début. Au début, il aime ses enfants parce que c'est ses enfants et que dans le roman, il découvre quand il y a la violence de sa fille, par exemple, à un moment qui lui hurle dessus, bah, il voit aussi la beauté de sa fille et comment la vie l'appelle. Et ça, c'est un passage moi, qui me parle beaucoup quand on, quand on élève des ados. Et c'est ces moments où, euh, comment dire, c'est plus seulement nos enfants qu'on admire ou qu'on voit, mais on voit quelque chose comme ça de la vie qui est là devant nous. Et c'est peut-être là seulement que commence l'amour finalement avec les enfants. Et par rapport à ces enfants-là, on pense notamment à, à ce garçon qui appelle son père par son prénom et non plus Oui, papa. Ça, c'est oui. quelque chose de fort aussi. Ça, Toujours. moi, je trouve ça très violent. Mais bon, je sais que c'est pratiqué par des familles et tout, mais dans le roman, c'est violent parce que il y a un rejet du père qui est très fort, qui est très fort. Mais c'est là où je trouve que encore une fois, le personnage découvre, il abandonne pas son fils pour autant, il le frappe pas, voilà, enfin, il y a, je voulais pas tomber encore une fois dans on aurait pu imaginer un roman où la famille, enfin, vu les problèmes qui se posent, tout explose, quoi. Et puis il se barre, un point c'est tout. Et moi, ça m'intéressait de quelqu'un qui reste, qui C'est plus reste. courageux. C'est peut-être plus courageux. En tout cas, Bah, je sais pas, je veux pas faire de jugement moraux, mais en tout cas, moi, ça m'intéressait de raconter ça. alors on n'a pas encore parlé de Martin, ce Rottweiler, que cette femme fait remplacer par son mari, entre guillemets, puisqu'elle passe ses nuits avec ce chien, avec ce Rottweiler. D'où vient cette idée, Aurélien? Parce que c'est plutôt improbable et en même temps c'est plausible aussi. Je pense que la société, euh, c'est aussi plausible. Ce n'est pas si lunaire, si absurde que cela. Je ne sais pas si ça tient d'une anecdote particulière, mais en tout cas, ça m'a paru plausible. Alors, pour tout vous dire, j'ai vu autour de moi des amis prendre des chiens récemment, avant la sortie du roman enfin, avant l'écriture du roman et après. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup intrigué, tout d'un coup, cette place que le chien prenait dans des familles. Alors, jamais pour des raisons psychologiques, comme c'est le cas pour Blanche, pour la femme d'Étienne, mais je me dis que c'était possible, finalement, un chien pour raison thérapeutique sur les conseils d'un psy. Je vois pas pourquoi aujourd'hui un conseil pareil ne serait pas possible parmi tant d'autres. Euh, ça, disons que je trouve qu'il y a toute une réflexion dans notre époque. Bon, Étienne, pour reprendre la question tout à l'heure sur le lien avec l'époque, c'est aussi la crise de l'homme blanc hétérosexuel, Étienne, là, ce qui se prend dans la figure par rapport à sa fille notamment, par rapport au comportement sexuel qu'il a avec sa propre femme. Enfin, on sent bien que le bonhomme, c'est plus trop ce qu'il a le droit de faire, ce qu'il n'a pas le droit de faire. Il y a quelque chose de pas tout à fait net dans sa tête, j'ai l'impression. Et ça va avec les remises en question plus importantes qu'on connaît, alors à titre tout simplement d'être humain aujourd'hui, quand quand on s'intéresse un peu à tout ce qu'on découvre sur la conscience animale, voilà. Et de simplifier ça, de caricaturer ça avec un homme est remplacé par un chien, parce que c'est quand même un peu ça qui se passe pour Blanche vis-à-vis d'Étienne. Elle remplace, au moins pour 2 nuits, son mari par la compagnie d'un chien, sans qu'il y ait rien de scabreux du tout. Mais voilà, elle va aller dormir avec un chien. Et ben voilà, je trouvais que c'était une façon soft de confronter un personnage à tiens, mais même ma propriété d'être humain, en fait, vaut-elle quelque chose sur cette terre de plus qu'un clébard? Voilà, sans en faire plus, mais c'était un peu ça l'idée. Est-ce que vous pourriez nous lire un premier extrait, Aurélien? Oui, 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 oui.
Après 10 heures de route, nous arrivions enfin aux abords de Lyon. Je connaissais parfaitement notre fin de parcours. Je laissais néanmoins le GPS me guider encore. J'augmentais légèrement le volume de la radio. La fatigue commençait à se faire sentir davantage. J'avais de désagréables picotements dans la nuque, de violentes envies de bâiller. Ma fille et mon fils, écouteurs sur les oreilles, regardaient chacun leur film sur leur tablette. Blanche, la tête penchée vers sa vitre, gardait en son reflet les yeux fermés. Le dernier péage franchi, nous entrâmes dans le tunnel, le profond et long tunnel qui passe sous les fleuves. Nous arriverions bientôt rue Saint-Jacques. Nous étions presque arrivés. Plus que 7 minutes, indiquait la machine. Je n'en comprenais plus l'itinéraire. Les lumières oranges, le grésillement de la radio qui ne capte plus, je me les rappelle. Je pensais peut-être à quelque chose de précis en cet instant, quelque chose du proche et calme à venir, aux valises à défaire, à la rentrée des enfants, ou à un nouveau voyage. Je ne m'en souviens plus. Je ne vis pas l'écran émettre de flash ni devenir noir. Je ne vis pas le tunnel s'éteindre ni s'écrouler. Nous n'avons pas plongé dans je ne sais quel gouffre. Je ne me souviens de rien sinon du bleu, de cette moitié de disque bleu, de l'air libre qui nous appelle, de ce morceau de ciel comme une île en vue, de ce bleu là-bas au loin, tout au bout, ce bleu tendre du soir, vers quoi nous allions et de quoi, sans cesse, nous nous rapprochions. C'est en sortant du tunnel que j'entendis la présentatrice interrompre le programme pour m'annoncer à voix basse la mort de Jean-Jacques Goldman. La nouvelle tomba en moi avec ce son mou du galet jeté dans la mare. Dans le silence de la vase, une fois leur obscure retraite atteinte, il remue des bêtes étranges. J'éclatai en sanglots, mais doucement, le plus doucement possible, pour ne déranger personne, pour ne pas dévier de ma trajectoire. Je coupais la radio et mon portable. Le trafic s'était soudain densifié. Tous les phares et tous les lampadaires s'étaient allumés. La nuit et la ville nous avaient avalés. Merci Aurélien. J'aimerais qu'on parle des enfants, de cette fille Oui. un petit peu vénale, on va dire ça ainsi, qui a une relation avec un homme plus âgé, et ce fils qui cède aux sirènes de la Bible, qui cache la Bible sous son lit. Euh, ces personnages-là, est-ce qu'ils font partie de votre vie? Comment vous les avez façonnés? Qu'est-ce qui s'est passé avec ces personnages-là qui sont aussi charismatiques et qui ont, comme vous l'avez dit tout à l'heure, quand on a des ados, en effet, certains dans le chat les ont reconnus, forcément, mais j'aimerais bien que vous nous parliez de cette caractérisation de ces deux personnages-là. Alors, bon, un homme de 45 ans qui a des ados, je pense qu'il y a forcément des moments de crise et le tout, c'était de trouver des crises qui puissent être un peu fortes, un peu marquantes, et puis là encore, qui puissent dire quelque chose du contemporain ou comment dire, d'un malaise qui dépasse Étienne, mais qui pourrait être celui d'une génération. Alors, avec la fille, bon, une crise d'un père avec sa fille, c'est assez facile si on prend une histoire d'amour qui ne rentre pas dans les codes de l'époque. Là, l'idée était d'être dans quelque chose d'un peu ambigu, c'est-à-dire qu'il se retrouve à entendre dans la bouche de sa fille des paroles que sa femme et lui ont prononcées, c'est-à-dire chacun fait ce qu'il veut de son cul, voilà, une espèce de libéralisme ambiant dans lequel je pense qu'on a tous grandi. Et puis, il découvre que sa fille couche avec un homme plus vieux que lui, que tout ça est que c'est pas de la prostitution, mais enfin qu'elle couche avec lui en sachant qu'il l'aidera à financer ses études. Et là, il y a quelque chose du coup de très très bizarre parce que que fait un père dans ces cas-là? J'en sais rien. Est-ce qu'il se dit oui, effectivement, chacun fait ce qu'il veut, c'est normal, j'ai rien à dire. Ou est-ce qu'il se dit alerte rouge, il y a danger, ma fille est en train d'être abusée par un homme beaucoup plus vieux, cette relation ne va pas, il y a quelque chose de dangereux. Je pencherais plutôt à titre personnel pour la deuxième hypothèse. Mais autour de, enfin voilà, je connais
personne dans cette situation-là, mais je sens dans l'époque qu'il y aurait débat, ce serait peut-être pas si simple. Et puis l'autre pour ce qui est de Félix, le rapport, la Bible. Là encore, Étienne et Blanche sont de culture catholique, mais dans cette génération-là, ils ont été, comme beaucoup, à se dire que est-ce que c'était la peine de transmettre ça. Il y a cette phrase dont Étienne se souvient, on les baptise pas enfants pour leur laisser le choix. Bon. Et puis, il y a une espèce de retour du refoulé, peut-être, avec son fils qui se met à lire la Bible. Et c'est pas tant qu'il se mette à la lire qu'à le cacher à son père, au fond, qui inquiète Étienne. La Bible cachée sous le lit. Alors, si j'avais mis un Coran, par exemple, sous le lit, je pense qu'on serait tombé tout de suite dans un truc très à la mode ou très sociétal, la conversion, machin. Je trouvais ça beaucoup plus, au fond, intéressant de raconter l'inquiétude d'un homme d'aujourd'hui, tout simplement parce que son fils lit un livre religieux, au fond, quel qu'il soit, mais peut-être encore plus inquiétant quand ça vient de sa propre tradition. Voilà ce que je peux vous dire sur les deux situations de crise avec Laetitia et Félix. J'ai l'impression que dans ce roman, la société veut remplacer Étienne, veut se substituer à lui, puisque on a d'un côté l'amant de sa fille et de l'autre côté le chien, comme si on allait devoir le substituer, le remplacer Bien ou sûr, l'extraire. je vois, oui, tout à fait. Je vois tout à fait ce que vous voulez dire, et c'est la même chose, effectivement, ce que dit Manon dans le chat, là, c'est bien ça. Dit la Bible pour tuer le père, quoi. Quand il dit Dieu te voit, Étienne, voilà, enfin, il a trouvé le Père céleste vient remplacer chez lui. Il fait un usage de la religion extrêmement cruel, et effectivement, qui va dans le même sens que Étienne n'a plus sa place, en fait, n'a plus sa place nulle part. La place qu'il tient que dans son travail comme médecin n'est pas vraiment celle d'un médecin, mais d'un expérimentateur aux ordres d'un labo dont il ne sait même plus qui en est le propriétaire. Il a plus sa place comme amant, il a plus sa place comme père, puisqu'en plus, par exemple, la relation que sa fille entretient est connue de sa femme, mais pas de lui. Voilà, c'est un homme qui ne trouve plus sa place et qui va en retrouver, je crois, une autre dans le roman. Mais voilà, alors ça résonne effectivement peut-être avec l'époque quelle est notre place et puis quelle est peut-être la place de l'homme approchant des 50 ans, blanc aujourd'hui, je sais pas. Et Manon disait quelque chose de très juste, et on voit que c'est l'éditrice. Elle disait qu'en effet, les deux ne se rencontraient jamais. Le chien et Oui, Étienne ne se rencontraient jamais. J'imagine que c'est volontairement quelque chose d'important pour vous. ben oui, parce qu'en plus ce chien s'appelle Martin. Je pense que beaucoup de lecteurs se disent au début, enfin pas dès le début, mais rapidement, non, il y a pas de chien en fait. Il y a un amant, possiblement. Horreur, les enfants sont complices et ne disent rien à leur père. Enfin voilà, il faut laisser l'ambiguïté jusqu'au bout. Alors il le verra jamais en vrai. Euh, voilà, mais néanmoins, je pense qu'il y a vraiment un chien. Ah, il y a encore un doute. Il y a encore un doute. Ah ben moi je donne jamais de réponse, hein. C'est beaucoup mieux quand les livres laissent plus de questions que de réponses, je crois. Tout à fait. Vous avez été comédien, vous êtes toujours comédien, je crois, et metteur en scène au théâtre. Est-ce que ce roman pourrait être adapté comme vous l'avez fait dans le passé pour Madame Diogène? Alors Madame Diogène, c'était différent parce que on en a fait un monologue théâtral que Jeanne Guillon jouait. Il n'y avait pas, enfin, il n'y avait pas, si, il y a des liens entre les deux textes. J'hésite à vous dire non, on ne peut pas en faire un texte théâtral parce que c'est la réponse que j'avais donnée pour Madame Diogène au départ. Et puis, je me suis laissé convaincre par des gens qui m'ont prouvé par A plus B que si, c'était bien un texte qui pouvait passer la scène. Tout texte, on peut faire théâtre de tout, hein, donc tout texte peut devenir un texte théâtral.
L'âge, honnêtement, je n'en verrais pas tellement l'intérêt. Je vois pas bien ce qu'on pourrait en faire. Euh, Qu'est-ce que le théâtre lui apporterait ou bon, le fait qu'on ait un texte à la première personne, oui, ça rend les choses faciles d'une certaine façon, mais je sais pas comment on pourrait s'incarner comme ça sur une heure le malaise de cet homme en 7 jours. Je sais pas. Je sais pas ce que ça apporterait. Comme question, c'était également sur la fin de l'époque. Est-ce que vous considérez que, peu importe que Jean-Jacques Goldman décède ou pas aujourd'hui ou dans 20 ans, est-ce que pour vous, aujourd'hui, si jamais cela arrive, est-ce la fin d'une époque? Est-ce que c'est une époque où on ne fait plus attention à l'autre? Et ça m'a questionné aussi sur ce personnage d'Étienne, puisque personne ne s'intéresse à lui finalement. Il ne me semble pas qu'au sein du livre, on lui demande comment il va, on lui demande, on, on a l'impression que c'est une ombre, en réalité, une sorte d'ombre qui traverse le roman, mais ça m'a frappé que personne ne s'intéresse à lui véritablement. Alors, c'est la fin d'une époque, c'est la fin de quelque chose, oui, indubitablement, mais c'est surtout le début d'autre chose. Enfin, dans Sanglier, c'est une thématique que j'abordais beaucoup, ça, cette ambiance d'apocalypse qui frappe et qui peut désespérer parfois, mais il faut en voir aussi, c'est pas seulement voir le bon côté, hein, parce que parfois c'est difficile d'en voir le bon côté, mais on, voilà, on peut être plein d'espérance si on se dit qu'on est dans les douleurs d'un enfantement étrange et peut-être que l'époque peut accoucher de monstres, c'est sûr, mais elle peut aussi accoucher d'autres choses. Moi, je suis frappé de voir dans la jeunesse, notamment, dans la génération des enfants d'Étienne, alors, en l'occurrence, pas spécialement chez Félix et Laetitia, mais Étienne, à un moment, est confronté à une manifestation de jeunes. C'est pas trop ce qu'ils veulent et tout, mais enfin, c'est le premier jour de la rentrée, ils sont déjà dans la rue en train de bloquer leur lycée. Euh, Moi, voilà, je vois une jeunesse, en tout cas, qui se réveille, qui porte de sacrés combats et qui va très vite dans ces combats. Euh, Étienne, alors l'autre partie de votre question, Étienne, personne qui ne se soucie de lui. Oui, alors pour rejoindre justement les deux questions, Étienne, c'est dans mon esprit, alors ça peut paraître très éloigné du roman, c'est le prénom du premier martyr chrétien. Et j'imaginais un peu à la fin les paroles que lui assènent sa femme et ses fils comme autant de presque de pierres qu'on a jeté à Étienne, au Étienne martyr lors de sa lapidation. Euh, et en fait, voilà, il annonce autre chose. Moi, je pense que ce personnage, à la fin, encore une fois, il est renouvelé, il est autre. Alors, le roman s'arrête là, net, et va pas plus loin, mais il, il est dans une espèce de, il est, il reste un gentil, c'est peut-être ça sa victoire aussi, en fait. Quand je disais qu'il n'a pas fait exploser la famille, alors ça peut peiner certaines personnes qui ont envie de le secouer et qui le trouvent trop niais ou trop passif, mais on peut se dire aussi, ah ouais, il a acquis quelque chose, là, une sérénité, peut-être une tranquillité d'âme qui fait que, voilà, il peut supporter ça. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Sandra? Bonsoir tout le monde. Bonsoir Aurélien, bonsoir Manon. Tout à l'heure, vous disiez que pour une adaptation au théâtre, vous aviez beaucoup de doutes. Et puis au départ, vous parliez aussi du cinéma et que finalement cette histoire, mais il se passerait peut-être pas grand-chose si elle était adaptée au cinéma, enfin si ce personnage apparaissait au cinéma. Cependant, moi j'ai trouvé que certains passages étaient assez, je ne sais pas comment dire, photographiques en fait. Je pense par exemple à cette jeune fille là qui sort de la fumée de la manifestation étudiante
Enfin, j'ai trouvé certains passages comme ça. J'ai noté à côté d'ailleurs que c'était assez photographique. Et je me posais la question si dans votre écriture, en fait, vous partiez, vous, simplement d'images de votre esprit ou si éventuellement vous vous inspiriez d'images justement peut-être prises par des photographes ou par exemple sur des manifestations, des choses comme ça, ce qu'on en voit aussi. Voilà, d'où vient cette inspiration et ces descriptions qui m'ont semblé quand même assez, à la fois belles et puis très photographiques. Ouais. Euh, je vais faire une réponse, les deux en fait, parce que c'est des images très fortes que j'ai en moi et que je couche sur le papier, mais sans doute, on n'invente pas grand-chose en fait, hein. Très souvent, les images comme ça, qui nous marquent comme ça, elles sont des mélanges de choses qu'on a vues ou qu'on nous a racontées, donc on s'était déjà mis à imaginer, et qui ressurgissent comme ça et qui s'imposent. Mais effectivement, l'image de la fille, je la vois encore quoi, sortir de la brume, alors que je ne l'ai jamais vue, mais je crois au moment des Gilets jaunes avoir entendu des choses comme ça, quoi, de personnes qui sortaient en sang des nuages de lacrymo. Donc je pense que ça vient de là. Mais c'est vrai que une mini-série, en fait, pas un film, mais une mini-série qui rallongerait chaque épisode de chaque chute d'Étienne, la mort de Jean-Jacques, le malaise avec sa femme, avec son fils, avec sa fille. Enfin, là, il y aurait peut-être quelque chose à faire, effectivement. Euh, mais je vous remercie de votre remarque sur les images marquantes, parce que c'est un peu, en tout cas, c'est un peu comme ça que l'écriture vient aussi. Il y a des images très fortes et il faut arriver à les faire voir sans tomber non plus dans une description trop, comment dire, trop précise à la Zola, enfin à la roman du 19e, quoi, parce qu'on ne peut plus écrire comme ça. Mais quand même, quoi, trouver les moyens de faire voir. Je rebondis sur Zola, puisque j'aimerais que vous nous en parliez un petit peu plus sur vos influences, sur les mentors qui vous ont façonné aussi en tant qu'écrivain. Je sais que Nicolas Mathieu a beaucoup aimé Lucky, il me semble. Est-ce que ça peut faire partie des auteurs que vous appréciez, qui façonnent aussi votre façon de voir la littérature? Quelles sont vos figures littéraires, Aurélien? Alors, mes figures vont pas être forcément des contents. Alors, moi, j'ai une formation très classique, euh, donc je suis très, comment dire ça? Je suis très marqué par le roman français du 19e, voilà. Et je crois, avec d'autres, je ne suis pas tout seul, heureusement, notamment avec Sophie Dury, que cette histoire-là, elle est pas finie. Enfin, bon, on le dit, ça peut paraître bizarre de le dire, mais on le dit parce que on entend et on réentend, et aujourd'hui que le succès des séries, ça revient, cette histoire de la mort du roman là, qui n'en finit pas. Et nous, on se dit que le roman, il a quelque chose à dire et qu'il y a quelque chose à continuer de l'histoire littéraire, rien que ça. Alors après, euh, euh, Hugo, par exemple, pour moi, c'est une figure tutélaire énorme. Mais bon, quand on dit ça aujourd'hui, c'est pas forcément compris parce que bon, déjà, il y a finalement peu de gens qui l'ont vraiment lu. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Ça veut dire prendre en charge le contemporain, comme il a pu le faire avec Les Misérables, et le, pour en faire un matériau romanesque quand même. Zola aussi, j'en parlais tout à l'heure, les Rougon-Macquart, ça m'a beaucoup frappé, la reconstruction d'un paysage littéraire, ce qu'il fait de Aix-en-Provence, qu'il invente et dont il fait Plassans. Et ce roman-là, comme tous les autres, pour moi, il s'inscrit dans une espèce de constellation que j'essaye de mettre en place livre après livre, qui dessine à la fois un paysage littéraire et qui permet au lecteur de tracer des lignes invisibles entre les romans. Le personnage de Zaraoui dans Madame Diogène, il a son cousin qui apparaît dans Sanglier, on fait référence à Madame Diogène dans Sanglier. Arnaud Le Zélieux, le prof qui apparaît dans Sanglier,
c'est le prof qui réapparaît dans Lucky. Il est croisé par Étienne Baron ici dans Requiem. Voilà, je construis quelque chose comme ça qui ne se voit qu'à peine encore et qui, roman après roman, comme ça, construira quelque chose, mais qui n'est pas du tout une suite. C'est pas les Rougon-Macquart, encore une fois. Je ne suis pas en train d'écrire l'histoire de la société française au début du XXIe siècle, pas du tout. Mais oui, encore une fois, dessiner cette espèce de constellation, toujours dans un même lieu, encore qu'une fois, que là, on est à Lyon, mais on voit mon personnage, il vient de ce territoire entre Grenoble et Lyon, qui était déjà le paysage littéraire de Sanglier. Alors après, dans les contemporains qui me marquent beaucoup, bah, je vais citer plutôt des auteurs. Alors Houellebecq à une époque, on va dire le premier Houellebecq avant ses dérapages nombreux, on va dire jusqu'à La Carte et le Territoire, m'a quand même beaucoup impressionné justement sur cette possibilité de continuer, de faire encore aujourd'hui un roman balzacien. Ce que tente très bien Aurélien Bélanger, par exemple, aujourd'hui, je trouve aussi. Et après, je vais vous citer plutôt des romanciers étrangers, le russe Sorokin ou Senchin, et puis le roumain Cartarescu, dont Solénoïde m'a beaucoup impressionné, mais aussi ses nouvelles de mélancolie. Voilà, je regarde un peu vers l'Est plus que vers le roman américain. Je ne suis pas très calé en roman américain. Je ne suis pas non plus très calé en roman russe ou d'Europe centrale, mais je m'y intéresse pas mal. Ouais. Zach, sur cette classe moyenne, ça fait partie du titre, certes, ce titre-là, j'aimerais que vous nous en parliez, mais aussi aller plus loin sur cette classe moyenne. Est-ce qu'il existe encore déjà une classe moyenne en France? Alors, C'est la question aussi. moi, j'aurais qu'une réponse de romancier, hein, donc il faut demander aux sociologues. J'ai l'impression d'enfoncer une porte ouverte, en tout cas comment dire, c'est une thématique qui est dans l'air du temps, que je n'invente pas. L'idée que la classe moyenne est en piteux état, en tout cas. Mais est-ce qu'elle est morte? C'est pas sûr. Les manifestations de jeudi dernier montrent qu'elle est peut-être ressuscitante. Donc, je sais pas. Mais en tout cas, que après 30 ans de 30 piteuses, après les 30 glorieuses, on voit s'effondrer un à un ce qui était les trésors de la classe moyenne, enfin, l'hôpital public, l'école, tout ce qui était les services publics et qui était vraiment pour la classe moyenne, ça a été des conquêtes énormes, énormes. Bon bah la panne de l'ascenseur social, Parcoursup, qui fait qu'il y a une ségrégation terrible entre école privée et école publique aujourd'hui, telle qu'il n'y en a pas eu dans ce pays depuis avant la Seconde Guerre mondiale peut-être. Tout ça, c'est des réalités, je ne les invente pas, elles sont là. Mais c'est pas le cœur du roman. Moi, tout ce qu'on peut dire de mon personnage de ce point de vue-là, c'est qu'il a vécu les yeux grands fermés sur les problèmes justement autour de lui. Lui, il a fait son ascension sociale, bon, il est arrivé dans la bourgeoisie, il était prêt à fermer la porte derrière lui pour qu'on ne le dérange plus et à s'occuper de sa petite famille. Et puis, il y a ce moment où il voit cette fille se faire frapper en manifestation, et là, il se rend compte que des jeunes de la génération de ses enfants se font casser la figure par les policiers. Il comprend peut-être quelque chose à ce moment-là. En tout cas, ça participe de son malaise. Et puis, il voit que sa boîte est restructurée, en tout cas qu'il y a quelqu'un qui est viré. Ben voilà, il y a des petits indices comme ça qui lui font dire que ça craint, quoi, que le malheur est en train de contaminer tous les étages de la société et que personne ne sera protégé, sauf les très, 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 très riches. Sandra? Et on reparlera du titre en lui-même juste après, Aurélien? Oui. Sandra, vas-y. Oh, oui. Oui, je voulais revenir sur Jean-Jacques Goldman. Ça peut paraître à certains ce pitch du livre un peu kitsch, effectivement, mais bon, je pense que pour toute une génération, ça ne l'est pas.
voilà, dans laquelle je me reconnais évidemment. Et en fait, ma question, elle est peut-être un peu bête, hein, mais je me demandais si vous attendiez ou si vous avez eu ou si vous aimeriez, je sais pas, avoir une réaction de ce fameux Jean-Jacques Goldman sur ce qu'il peut faire ressurgir dès lors qu'il va disparaître. On lui a écrit, pour tout vous dire, euh, pour une question au départ de titre. Et donc, on lui a envoyé le texte. Il l'a lu. Euh, il semble, enfin, voilà, enfin, sa réaction était surtout d'être touché par la lettre et, et de se voir comme ça. Enfin, c'est quelqu'un qui est très, on le sait, et c'est pas aussi pour ça qu'il est aimé, qui cultive une certaine discrétion malgré la place qu'il a, euh, ne serait-ce qu'en termes de vente ou d'écoute. Euh, et oui, je crois qu'il a été touché. Enfin, sur le texte lui-même, il a pas, il s'est pas étendu. Je crois il était touché de la démarche, en tout cas, de lui envoyer le texte, de lui écrire. Voilà, moi, je souhaite pas l'embêter davantage, on va dire, parce que c'est vraiment, c'est pas un roman sur lui, c'est un roman. Alors, c'est certes, c'est pas très agréable peut-être pour lui d'entendre, alors qu'il n'a que 71 ans, d'entendre parler de l'hypothèse de sa mort. Mais je pense qu'il a compris. Il sait qu'il est un symbole pour des tas de gens et pour des tas de raisons. Donc je crois qu'il accepte de jouer le jeu, mais voilà, il n'a pas envie d'en rajouter. Et moi non plus, j'ai pas envie qu'il en rajoute. Moi, je veux pas l'embêter. Et en effet, Florence parle du duo Cabrel-Souchon, Souchon qui est en chaise roulante. Vous ne les ménagez pas, les chanteurs français, quand même, hein. Mais non, mais c'est tendre. Oui, oui, c'est. Mais non, mais imaginez la scène. C'est bouleversant, en fait. De... En fait, c'est ça qui est. On s'étonne, bon, pourquoi cette idée de Goldman? Mais en fait, quand meurt quelqu'un qui a fait partie de votre vie, que vous le vouliez ou non, je veux dire, même les gens qui n'aiment pas Jean-Jacques Goldman, s'ils ont appartenu à la classe moyenne, ils ont peut-être entendu une de ses chansons dans un mariage, un baptême, un enterrement. Euh, Ça résonne peut-être pour mille raisons. Enfin, et ça va leur faire quelque chose et ça, comme quand, je sais pas, le jour où Depardieu va mourir, on l'aime pas. Il y a forcément un film. Moi, ce sera Cyrano, d'autres, je sais pas ce que ce sera, mais il y a forcément un film où on se dira, ah ouais, oui, Depardieu quand même, il a fait partie de ma vie. Euh, et, et c'est ça, voilà. Bon, après Goldman, il y a d'autres raisons que j'ai expliquées déjà, mais ça nous fera quelque chose, j'en suis sûr. On va vous appeler la grande faucheuse, Aurélien, hein. Comment? On va vous appeler la grande faucheuse. Ils tombent tous là. Euh, Ouais, ben, oui, non, j'ai tué Maxime Le Forestier, je crois aussi, avec un peu d'avance c'est vrai. dans le Et je me roman. suis posé la question Mais d'ailleurs. Souchon et Cabrel, voilà, oui, ils oublient les paroles, ouais, ils sont un peu amnésiques. Je me suis posé la question pour Maxime Le Forestier, je suis allé vérifier. J'avais un doute. Non, Vous non, il est avez pas mort, réussi. il est pas Eh mort. oui, je sais, vous avez réussi à me mettre le doute. Si on revenait sur le titre du livre, parce que en effet, ce n'est pas un livre Oui, sur la classe moyenne, mais quand même, il est sur la couverture. C'est le titre. oui, oui, et puis non seulement bon, oui, tout à fait, il est dans le titre. C'était mon sous-titre de toute façon depuis le départ. Euh, et puis c'est surtout Requiem en fait, cela dit, dans Requiem pour la classe moyenne qui compte tout autant parce que la forme du roman, c'est celle d'un requiem un peu particulier dans l'éducation musicale que son beau-père veut lui apporter. Étienne a découvert la musique des services funèbres anglicans où il y a 7 paroles comme ça qui viennent en vieil anglais
qui viennent rythmer le rituel. Et j'en ai fait les titres de mes chapitres. La messe des morts. Ouais, c'est ça. Et Manon a eu la bonne idée de mettre ces titres de chapitres en plus sur fond noir, comme ça, pour en imposer dans l'ambiance de deuil, de requiem. Bah, effectivement, c'était pour bien marquer ce sentiment de mélancolie de quelque chose qui se défait, d'un monde qui s'en va. Encore une fois, c'est pas la fin de tout. Il y a d'autres choses qui vont être possibles. Mais effectivement, dès le titre, je voulais un peu annoncer la couleur. Alors, il y a aussi une part d'ironie quand même dans Requiem pour la classe moyenne. Ça sonne de façon un peu burlesque, quoi. Un Requiem. Requiem, on attend ça plutôt pour un grand homme, des grands de ce monde. Là, pour la classe moyenne, voilà. Et, bon, en plus, avec ce beau Rottweiler sur la couverture, on voit bien il me semble que le ton du livre est un peu donné. Une petite vidéo avant que vous nous lisiez un deuxième passage. Oui. Voilà, préparez-vous. Je me prépare également. Voilà, si vous avez le livre, n'hésitez pas. C'est parfait, merci. Aurélien, c'est à vous pour un second extrait. Le jour montait et la musique de Gardiner faisait briller pour moi seul le triomphe de ses cuivres et la majesté de voix étrangères. Je peinais à ouvrir un pot de confiture de prunes. Aucune espérance n'habitait ma maison. Je ne croyais plus à aucune promesse, je ne croyais plus en rien depuis longtemps. Dans l'aube de cette année neuve, j'étais convaincu que là résidait ma force. Les enfants étaient nerveux. Laetitia entrait en terminale, Félix en sixième. Une année importante, sinon essentielle, commençait pour eux. Ils ne finirent pas leurs céréales, ils ne voulurent aucun des jus de fruits que je leur proposais d'entamer, ni pommes, ni bananes, ni abricots, ni mangues. J'aurais aimé que nous ayons un rituel de rentrée auquel nous tenir, des gestes particuliers pour célébrer ce jour spécial en ce matin pour eux plein d'avenir. J'y avais suppléé par une table surabondante avec jus, pain grillé, céréales, jambon et fromage, œufs brouillés, fruits variés. Les viennoiseries étaient consacrées à nos dimanches. Il y avait là déjà beaucoup trop. Jamais nous n'aurions le temps de tout ingurgiter. À la radio, un chroniqueur listait les défis qui, cet automne-là, attendaient le gouvernement et le président dans la perspective des élections. Laetitia était devenue une très belle jeune femme. Je m'en rendais compte, ma tasse de café en main. Le visage de Félix, en comparaison, avait encore toute la grâce innocente de l'enfance. Pour ne pas laisser la mélancolie me poisser davantage, je me préparais une tartine beurre salé miel d'acacia. J'eus peur que Blanche ne me reprochât devant eux, par sous-entendu, ma passivité nocturne. Je préparais ma défense, des répliques occupaient mon esprit. J'ai coupé notre abonnement au Monde, annonça-t-elle soudain. Comment était-ce possible? Je crus d'abord qu'elle me parlait du monde réel. À quoi rimait cette étrange punition? Était-ce sa façon de se venger de ma pusillanimité? J'en oubliais ensuite de lui demander les raisons de son choix, de ses choix nouveaux, renoncer aux articles réservés aux abonnés, désirer se faire défoncer dans son sommeil. Tout, peut-être, depuis l'origine des temps, était fixé dans l'univers, comme la mort de mon chanteur préféré. Je m'étais parfaitement rasé, mais elle ne m'embrassa pas. Vous avez ressenti au moment de l'écriture? Est-ce que c'était quelque chose de jubilatoire? Est-ce qu'au contraire, c'était quelque chose de sombre, puisque la période aussi peut-être s'y prêtait, mais comment vous l'avez vécu en termes d'expérience d'écriture? Parce que c'est frappant de voir que le roman a différents angles, différents points de vue aussi, et c'est toujours intéressant de savoir comment vous l'avez vécu en tant qu'écrivain. En fait, comme je vous l'ai dit au début, il y a eu tellement non pas de versions de ce texte, mais de branches nées de cette idée, Jean-Jacques Goldman est mort, qu'est-ce qui se passe? Un Jean-Jacques meurt qui a compté beaucoup pour une partie de la population, qu'est-ce qui se passe? Que
j'ai eu très peur de ne pas y arriver et j'ai l'impression que le fait qu'il y ait comme ça beaucoup d'angles de lecture possibles au fond, c'est un peu parce que tout s'est synthétisé, tout s'est, tout s'était sédimenté, tout s'était amassé. Et une fois que j'ai mis du temps à trouver le ton pour Étienne, une fois que je l'ai trouvé, ça s'est écrit avec pas avec facilité, mais avec un certain bonheur, en fait. Euh, Encore une fois, parce que moi, c'était la première fois que je faisais parler un personnage à la première personne et lui faire raconter mon histoire, et que j'étais pris de sympathie pour lui. Pour moi, le, pour moi, c'était d'abord quelque chose de très mélancolique, en fait, cette histoire. Et je me suis aperçu, en fait, en relisant presque, que c'était drôle. Enfin, que c'était drôle. J'étais conscient de petits moments comme ça, où il y avait des petites formules, voilà, qui pouvaient faire sourire. Mais cette ambiance générale, comme ça, qui fait hésiter entre le sourire et la mélancolie, j'en étais pas conscient totalement au moment de l'écriture. Ouais, ça se comprend. Et par rapport à la fuite du temps, on a l'impression aussi que c'est un désenchantement. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais est-ce que c'est un sujet qui vous inquiète, cette fuite Ah du bah ça. Alors là, je veux bien me reconnaître un point commun avec Étienne, c'est que j'ai passé le cap des 40 ans et que, oh là là, où sont mes petits-enfants qui sont devenus des ados et tout ça? Oui, oui, moi je suis. Puis moi, je m'en cache pas, hein, ça se lit peut-être dans mes précédents romans aussi, mais la mélancolie est quelque chose qui me, dont je suis fait, enfin, qui me parle beaucoup. Euh, que le narrateur voit en tant que femme et non plus oui, oui. en tant Oui, que... alors moi, j'ai jamais vécu ça. Je ne souhaite pas voir mes enfants nus, mais, mais à imaginer, c'était saisissant de se dire, bah, j'ai connu ce corps petit, nu, et puis, heureusement, à un moment, vous ne voyez plus la nudité de vos enfants, mais non pas il n'a pas un moment, il n'y a pas ce sentiment de malaise ou je sais pas, et heureusement pas de voyeurisme, mais il a au contraire une espèce de gratitude pour la vie. Ouais, bon, la comparaison va paraître bête, mais quand vous avez planté un arbre tout petit, tout jeune, et puis d'un coup vous le voyez, et il est grand, il est beau, il déploie ses branches. C'est un peu ce sentiment-là qu'il a Étienne, euh, vis-à-vis de. Là, pour le coup, il n'est pas dans la mélancolie. Il est plus dans la mélancolie quand il est place Bellecour et qu'il se souvient que c'est là qu'il emmenait ses enfants euh, euh, apprendre à faire du patin à roulettes, je crois, et qu'il y en a un qui l'appelait en criant papa parce qu'il était fier d'avoir réussi. Puis sa fille était tombée, elle criait aussi papa, elle courait dans ses bras pour qu'il la console. Ouais, là, il y a une mélancolie. Oui, nostalgie, oui. Oui. Tout à l'heure, je ne sais pas si je la formule bien, Lali, tu m'excuses, mais sur la mort d'une figure mythique, est-ce qu'il y a un parallèle avec la mort de Johnny? Alors, oui, j'ai vu passer enfin, la remarque sans y répondre. Pardon. En fait, il y avait déjà une première version. Alors, encore une fois, pas de ce texte, mais dans mes délires de romans en vers, euh, c'était c'était avant la mort de Johnny. Et ça m'avait frappé parce que j'imaginais justement des rues envahies par ça m'avait vraiment, vraiment frappé la place que ça avait pris. Pour moi, d'ailleurs, j'avais le sentiment d'une sorte de délire collectif. Je ne suis pas du tout fan de Johnny, j'espère ne pas choquer de potentiels fans présents. Euh, Là, franchement, je m'étais dit, mais qu'est-ce qu'on va faire à la mort d'Aznavour, hein? Et d'ailleurs, bon, bah, la mort d'Aznavour, si, il y a eu quelque chose, justement, il y a eu quelque chose aux Invalides, non, pour Aznavour, ou je rêve? Non? Quelqu'un a le souvenir de ça ou pas? Ça, en tout cas, bon, voilà, ça m'avait. Comment? Non, je pensais que Lali pouvait intervenir puisqu'elle avait posé la question. Vas-y, Lali. Euh, Ah, Tu es la spécialiste du top 50.
C'est le moment. Non, je me souviens. Bonsoir Aurélien. Non, je me souviens pas, Bonsoir. mais le décès de Johnny, moi, m'avait justement fait prendre conscience qu'il y avait toute cette population, tous ces gens-là qui ont peut-être, je sais pas, 70 ans maintenant, je trouve que le parallèle est vraiment incroyable entre ce que signifie Jean-Jacques Goldman pour une partie, oui, de personnes qui ont 35-45 ans et ce qu'a pu signifier Johnny pour ces gens de 70 ans. Et voilà, et je trouvais que c'était un peu le même traitement, en fait, de découvrir des classes comme ça, des gens. Moi, je suis pas une grande fan non plus de Johnny. Donc, du coup, et ben, voilà, ça m'a interpellée. Je me demandais si, au niveau du timing d'écriture, si c'est quelque chose qui avait joué. Voilà, c'est. Bah, non, l'écriture était enclenchée, enfin, sur ce thème, encore une fois, de la mort de Jean Goldman, était enclenchée, et ça a plutôt confirmé quelque chose. Oui, bonsoir. Alors moi, je me demandais pourquoi le roman se déroulait à Lyon, puisqu'on se balade quand même dans la ville avec Étienne. Est-ce que ça a une importance particulière pour vous? Ça se passe à Lyon parce que, encore une fois, le paysage littéraire que je pose de roman en roman, il est entre Lyon et Grenoble. Et il fallait qu'il puisse croiser Arnaud Le Zélieux, dont j'ai parlé tout à l'heure, ce personnage comme ça qui petit à petit fait le lien entre tous ces romans et qui peut-être un jour deviendra le narrateur d'un roman lui-même. Voilà, c'est vraiment la première raison. Et justement de ce qui va arriver plus tard. Alors, vous avez dit tout à l'heure que vous allez essayer de construire cette œuvre-là culturellement, littérairement. Est-ce qu'il va y avoir entre... Alors, ce n'est pas une suite, vous l'avez dit, ça c'est évident, mais il va y avoir quand même ce paysage commun à travers vos livres. Est-ce que vous travaillez actuellement sur quelque chose? Est-ce qu'il va y avoir littérairement un nouveau roman d'Aurélien Delceau dans ce paysage lyonnais? Ou au contraire, ce sera dans 3 ans, ça c'est une certitude, mais est-ce que vous êtes déjà en train de travailler là-dessus? Oui, alors en fait, comme j'écris, je vous disais au début que j'écris de toute façon tout le temps, il y a plusieurs choses en route un peu tout le temps. Donc j'aurais du mal à vous dire euh, ce que sera le prochain parce qu'il y a plusieurs textes qui se font un peu la course, qui évoluent un peu en parallèle, qui se changent les uns les autres en parallèle. Ce qui est sûr, oui, c'est que la, 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 la construction de cette constellation va continuer. Alors, quand je dis que ça se passe toujours dans ce même paysage littéraire entre Lyon et Grenoble, bah, c'est pas le cas, la preuve, puisque celui-ci passe à Lyon et pas dans cette campagne qui était celle de Sanglier. Madame Diogène ne se passait pas non plus dans la campagne. C'est plus que les romans seront d'une façon ou d'une autre rattachés à ce territoire-là. Mais je ne compte pas enfermer toutes mes histoires seulement dans ce lieu-là. Et est-ce que Manon a déjà en sa possession... non, non, elle a dit non. Elle attend, elle attend, j'ai l'impression. La pression, la fameuse pression de l'éditrice, de l'éditeur. En même temps, non. Enfin, j'attends. Je suis toujours ravie de lire ces manuscrits, mais vous aviez l'air d'être très étonné par 3 ans en disant que les auteurs publiaient au rythme un an. Moi, ça me semble un peu dingue. Je crois pas qu'il y ait un auteur chez Notabilia qui publie un livre tous les ans, sachant qu'en plus, il faut qu'il soit prêt à peu près 6 mois à l'avance de la publication. Donc, je trouve qu'il faut quand même laisser le temps aux auteurs d'écrire ce qu'ils ont à écrire. Là, Requiem est sorti il y a 2 semaines. Je suis pas en train d'appeler Aurélien en lui disant bon alors ton prochain manuscrit, on le programme en janvier 2024, donc il me le faut en mars. Non, je vais pas, je vais attendre un peu quand même. Il n'y a J'imagine. pas de business plan, en fait. Mais c'est vrai que attention
Amélie Nothomb-isation du rythme pour les auteurs. J'ai l'impression que cette idée d'un roman tous les ans ou tous les 2 ans, elle est un peu terrible. D'abord parce qu'elle ne laisse pas forcément la place à d'autres. Et puis pour les auteurs, encore, oui, je trouve que ce que dit Manon est très juste. Je ne vois pas comment on peut, sauf à être Amélie Nothomb et à avoir cette capacité à avoir des manuscrits plein de ses tiroirs. Mais je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'écrivains qui puissent tenir ce rythme-là. Bah, il y a Joyce Carol Oates. Moi, c'est plutôt elle qui Oui, me c'est vrai. stupéfie parce qu'elle pond un roman de 800 pages tous les ans qui est juste extraordinaire et je ne comprends pas comment ça fonctionne. Mais à part elle, oui, on dit toujours que le chiffre d'or, on va dire, c'est un roman tous les 18 mois parce que les libraires se souviennent de vous en même temps, etc. Mais en fait, ça n'a pas tellement de sens de prévoir un calendrier pareil. Et effectivement, ça pousse à une sorte de, de formatage de recettes d'écriture, parce que pour pouvoir être au rendez-vous tous les ans avec un nouveau texte, quelque part, on est un peu contraint, je pense, d'utiliser un peu voilà, les outils qu'on a déjà affûtés, de remettre en place un dispositif assez similaire. Parfois, il faut quand même le temps de se perdre, de faire un truc qui fonctionne pas, mais on se dit, ah tiens, j'ai trouvé ça, ça c'est bon, ou bien c'est pas des machines, quoi, normalement. Ce n'était pas un souhait de ma part, hein, bien sûr, au contraire, hein. C'était tout le contraire. J'aimerais qu'on termine cette rencontre, Aurélien, et que vous vous adressiez à Jean-Jacques Goldman. Oh là là là. Qu'est-ce que vous pourriez lui dire? Je m'adresse à Jean-Jacques Goldman. Ouais. Et alors, qu'est-ce que je lui dis alors dans votre esprit? Vous avez quelque chose derrière la tête là? Non, même pas. Non, 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 mais ça me faisait Vous voulez peut-être. que je chante, c'est ça? Ah, ça, si vous en êtes capable, c'est encore mieux, hein. Non, en fait, pour tout vous dire, jusqu'où est allée ma passion, j'ai eu une petite correspondance avec Jean-Jacques Goldman quand j'étais adolescent. Mais je lui ai dit beaucoup de choses déjà dans la lettre que je lui ai envoyée grâce à Manon. Euh, je lui ai pas tout dit, alors qu'est-ce que je pourrais lui dire? Euh, ben, je lui dirais merci d'avoir écrit ces chansons en français. C'était pas gagné. Je sais qu'au départ, quand il était avec Tai Fung, Sister Jane, il était plutôt parti pour l'anglais. Et je sais, et ça surprend beaucoup quand on l'apprend, que c'est la découverte de Ferret, de Léo Ferret, qui s'est dit, ah tiens, c'est possible. Alors ça peut paraître étonnant parce que entre Encore un matin et À toi de Ferret, il y a effectivement, on n'est pas au même niveau. Mais si on écoute en Veillez tard de Goldman ou voilà, donc je le remercierai de ça parce que il y a quelques petites comparaisons, petites métaphores, enfin je dis petit, il y a rien de péjoratif du tout, hein, mais il y a des choses qui, pour le petit garçon que j'étais et l'adolescent que j'ai été, ont participé comme ça à l'amour des mots. Et je trouve on n'oppose plus comme avant, heureusement, culture classique et culture populaire, mais voilà, moi, ce qui dans ma culture populaire m'a m'a accompagné, m'a encouragé dans le chemin de l'écriture, c'est aussi les paroles de Goldman, aussi bête que ça peut paraître. C'est bête si on pense à quand la musique est bonne, ou bon, voilà, mais si on pense à Veillez tard, encore une fois, si on pense à l'album Rouge, pour moi, quand j'étais ado, a été. Alors, ça, je lui dirais vraiment merci. Merci d'avoir fait l'album Rouge, d'avoir. D'avoir fait ce merveilleux ouvrage qui n'est pas très connu avec les dessins de Lorenzo Mattotti et les nouvelles de Sorche Chalandon. Ça a beaucoup compté aussi. Et j'ai pu le dire à Sorche Chalandon d'ailleurs, que j'ai rencontré dans un festival littéraire. J'ai pu lui dire à quel point sa nouvelle qu'il a composée autour de la chanson Rouge de Goldman, nouvelle qui s'appelle Les gens heureux, je crois, ou Le gréviste,
avait compté pour moi. Voilà, je crois que je dirais merci. Voilà, merci pour tout ça. Je souhaite rajouter quelque chose. Et si vous avez des questions, c'est le moment pour les autres. Alors vraiment, moi, je n'ai rien à dire à Jean-Jacques Goldman. Je ne me permettrai pas d'ajouter un mot à ce qu'a dit Aurélien. Toujours pas de chanson non plus? Toujours pas de chanson. Mais il a répondu très gentiment à la lettre. Après, enfin, si, quand même. Sur Jean-Jacques Goldman, moi, je reçois, je sais pas, 6 manuscrits par semaine. Et des fois, 3 mois plus tard, je l'ai pas lu et les gens m'écrivent en me disant, j'imagine que vous n'avez pas aimé. Je suis là, oh là là, j'ai pas lu ce manuscrit, etc. Goldman, j'imagine qu'il reçoit pas mal de trucs. On lui a envoyé la lettre, il a répondu quoi? 15 jours plus tard. Euh, il l'avait lu, il avait compris, il avait pris le temps d'écrire. Il voulait pas parce que le titre original, ce pour lequel on lui demandait son avis, était La mort de Jean-Jacques Goldman. Et donc il a dit bah non, en fait, je veux pas que les gens que je connais, mes fans, mes amis, ma famille voient ma mort annoncée partout, dans les gares, voilà. Bon. Donc bon, moi je trouve que c'est un argument un peu absurde, mais bon, on a compris. Et en tout cas, j'étais impressionnée parce que je me dis, bah, un artiste aussi connu, une telle star, etc., qui prend le temps de répondre à une demande rapidement, en s'excusant en plus d'avoir pris le temps de répondre parce qu'il voulait lire le truc. J'étais là, bon, bah ça doit contribuer aussi à son aura, quoi. C'est ce type de proximité finalement, cette capacité à être présent. Non, non, je remercie Manon d'avoir précisé ça. C'est vrai que ça nous avait, ouais, moi ça m'a touché qu'ils répondent si vite. Parfait. En effet, c'est à noter. Eh bien, merci à tous les deux, Manon Frappa et Aurélien Delso, évidemment, pour Requiem pour la classe moyenne. Il vient de sortir. Il est sorti il y a une quinzaine de jours, le 5 janvier. Et donc, vous pouvez le retrouver dans toutes les bonnes librairies, évidemment. Merci à tous. Merci infiniment à tous. Merci. Merci. Au revoir tout le Au monde. revoir. Au revoir.